Fake News de Libération, les décodeurs du Monde, l'AFP Factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Immédiat, l'émission qui décrypte la propagande médiatique. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Et au sommaire, aujourd'hui, nous reviendrons sur les vifs débats médiatiques autour du bicentenaire de la mort de Napoléon. Nous analyserons ensuite le renforcement de la censure, du Conseil d'État qui confirme la dissolution de Génération Identitaire jusqu'à Donald Trump encore banni des réseaux sociaux. La liberté d'expression est toujours plus menacée. Nous reviendrons ensuite sur l'actualité médiatique de la semaine dans notre revue de presse, puis nous conclurons cette émission avec les manifestations du 1er mai et le gros bobard de la CGT. Immédiat numéro 347, c'est parti. Et pour commencer cette émission, c'est l'image de la semaine. Et cette image, Jean-Yves, c'est celle d'un homme historique, politique, Napoléon, puisque c'était le bicentenaire de sa mort. C'est le bicentenaire de sa mort et ça a donné quand même lieu à un minimum de commémoration, ce qui est bien le moins pour l'un des plus grands personnages de l'histoire de France. C'est comme ça qu'on a longtemps parlé de Napoléon, comme d'un très grand personnage de l'histoire de France. Maintenant, on dit, en prenant des airs un peu mijaurés, c'est un personnage controversé. Ouais. Non, c'est un très grand personnage, avec une œuvre historique très importante, notamment, indépendamment des guerres, des batailles, de l'Empire, notamment dans les institutions françaises, qui ont été marquées par Napoléon jusqu'à une époque très récente. Jusqu'au bicentenaire de sa naissance, l'essentiel des institutions françaises, que ce soit l'organisation territoriale, le code civil, le code de la nationalité, tout ça restait profondément imprégné par l'esprit de Napoléon. Et puis après, on est entré dans une phase, on va dire, de délitement, mais c'est un très grand personnage. Alors, oui, il y a eu des débats médiatiques sur la grandeur de Napoléon quand même, puisqu'on a par exemple La Dépêche qui titre « Faut-il célébrer Napoléon, Macron face à la polémique ?» par exemple. On a également France 24 qui parle d'un empereur toujours contesté. Le Figaro, quelqu'un qui déchaîne les passions. France Culture, une figure clivante et complexe à enseigner. Bon, il y a quand même du débat médiatique, donc. Alors, il y a eu longtemps un débat historique. Un débat historique sur le fond, c'est-à-dire Napoléon comme continuateur ou fossoyeur de la Révolution. En fait, Napoléon, c'est l'homme qui assure la continuité de l'histoire de France entre l'Ancien Régime et ce qui est devenu ensuite la République. Donc il y avait un débat un petit peu intellectuel. Un débat intellectuel historique. Ouais. Là, il y a eu un débat polémique sur, pardon de le dire, un élément, une décision tout à fait périphérique de Napoléon, qui a consisté à rétablir l'esclavage dans les îles des Antilles françaises, qui est une décision de circonstance, qu'on juge aujourd'hui en fonction des valeurs d'aujourd'hui, ou de conformisme d'aujourd'hui comme absolument horrible, alors que c'est un élément marginal, pardon de le dire, dans l'histoire de Napoléon, mais évidemment, c'est ce qu'un certain nombre de médias vont chercher à retenir. Alors, on a quand même des gens qui prennent la défense de Napoléon. On a par exemple Charlotte Dornelas sur CNews. Aujourd'hui, c'est effectivement des gens qui veulent effacer l'histoire de France parce que Napoléon est une partie de l'histoire de France. On reproche aujourd'hui à Napoléon d'être misogyne. Ça, oui, j'ai entendu ça. Machiste et misogyne. Donc évidemment, Napoléon ne s'est pas engagé pour l'égalité des salaires, excusez-le. Ensuite, on va lui reprocher bientôt de ne pas avoir proposé le tri des déchets, parce que c'est ça en fait ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on a aujourd'hui une lecture complètement anachronique qui a pour but d'effacer, en fait, c'est la France qui est visée, c'est pas Napoléon. Charlotte Dornelas a parfaitement raison de situer les choses dans leur perspective historique.
ce que Macron n'a pas fait. Et je dois dire que Macron... il a quand même fait une célébration, quand même. Il a fait une commémoration, mais c'est en même temps une commémoration profanation, par ce qu'il a dit. Et puis Napoléon, rendant hommage à Napoléon, ça met quand même un peu mal à l'aise. Bon, en tout cas, il y a eu des célébrations. Les débats, d'ailleurs, continuent malgré tout ça. On suivra ça. On verra si ça se calme un petit peu. Alors, en même temps, d'ailleurs, que Macron était aux Invalides, il y a eu une manifestation assez sympathique, là, de commémoration, célébration, par un certain nombre de gens plutôt appréciant Napoléon, notamment Christopher Lannes, qui est bien connu des spectateurs de TV Liberté, qui était au premier rang de cette manifestation, en quelque sorte de soutien. Et puis, puisqu'on parle d'histoire et de transmission, je voudrais citer ce petit livre pour enfants, parce que les enfants aussi ont le droit de connaître l'histoire de leur pays. Napoléon, l'enfant corse qui devint empereur. Voilà, c'est pour les 6-8 ans. Et c'est paru à la Nouvelle Librairie. Très, très, très joli petit livre, très bien illustré. Voilà. Ok, c'est noté, Jean-Yves. Puis nous, on va passer au premier sujet de cette émission. Zemmour, Dornelas, Trump, censure partout. La semaine passée a donc été placée sous le signe de la censure. Tout d'abord, Jean-Yves, avec Génération Identitaire, qui a vu sa dissolution confirmée en référé, pas sur le fond, ça viendra ensuite, confirmée en référé par le Conseil d'État. Et Jean-Yves, les médias en ont parlé un petit peu. Très peu. Très peu, pour une décision qui est absolument majeure, parce que c'est une décision qui remet en cause totalement la liberté d'expression et la liberté d'association. La liberté d'expression, pourquoi ? Parce qu'il y a une loi qui réglemente déjà la liberté d'expression, qui est la loi Pleven de 1972, qui interdit un certain nombre de choses au titre de la lutte contre le racisme ou les discriminations. Par exemple, vous n'avez pas le droit de dire « les immigrés sont délinquants », parce que tous les immigrés ne sont pas délinquants. Bon, mais vous avez le droit de dire « il y a peut-être des problèmes avec l'immigration, il y a peut-être des problèmes avec l'islamisation ». Et que dit le Conseil d'État ? Le Conseil d'État dit « Génération identitaire critique l'immigration, génération identitaire critique l'islamisation. Donc ça appelle à la haine, donc ça trouble l'ordre public, donc il est logique de les dissoudre. » Il y avait aussi l'accusation d'être un groupe paramilitaire. Oui, mais c'est secondaire dans la motivation du Conseil d'État, et c'est totalement faux de demeurant, mais c'est secondaire dans la motivation du Conseil d'État. Et donc c'est une décision purement liberticide, alors que le Conseil d'État s'est longtemps présenté comme un gardien des libertés. Donc, c'est une décision gravissime qui a été peu commentée. Une décision prise par un juge militant. Monsieur Chantepie, qui est le président de la section du contentieux du Conseil d'État, où il a été nommé par monsieur Macron, est un homme qui a fait 20 ans au Parti Socialiste, avec Fabius, avec Hollande, avec Ségolène Royal, et qui a commencé sa carrière avec Richard Descoings dans ce qu'on appelait la bande à Ritchie. C'est tout sauf un juge neutre. C'est un juge militant, socialiste, immigrationniste. Voilà. C'est ça qui devrait être dit. Et je dois dire que peu de médias le disent, on laisse ça sous silence. C'est assez choquant. La liberté, ça se défend. Alors on en parle sur TV Liberté, que ce soit aujourd'hui dans les médias ou même hier dans le journal télévisé, où il y avait un sujet qui était dédié à ça. Donc TV Liberté au moins fait le boulot sur cette question-là. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de TV Liberté, Jean-Yves, la censure a également touché à notre chaîne. La semaine dernière, le Samedi Politique, l'émission d'Élise Blaise, qui recevait le professeur Christian Perron, un entretien qui avait été posté sur Dailymotion, qui a été vu par plus de 100 000 personnes et qui a été censuré par Dailymotion. Alors, c'est la censure en abysse, en quelque sorte, puisque TV Liberté avait choisi effectivement de ne pas mettre cette vidéo sur YouTube. Ouais. Par crainte de la censure. Oui, parce que YouTube censure énormément. Puisque YouTube censure énormément, en particulier sur tout ce qui traite le Covid. Si vous ne dites pas exactement ce que le gouvernement entend que vous disiez, vous êtes censuré. Et Dailymotion, après 100 000 vues, ce qui est considérable pour Dailymotion, c'est énorme, considérable, a aussi censuré. Alors,
Moi, je pense que ça, c'est grave, parce que je dis pas que ce que dit Péronne est juste, et tout ce que dit Péronne n'est pas forcément juste. Pas plus que tout ce que disent les médecins de Plateau, de BFM est juste. Oui, ce qui peut se permettre de se faire une opinion, c'est la diversité des points de vue. Voilà. Ouais. Et donc, à partir du moment où on censure certains points de vue, il n'est plus possible de savoir ce qui est exact et ce qui est faux. Très juste, et c'est un petit peu ce qui a touché d'ailleurs Charlotte Dornelas. On en avait parlé la semaine dernière déjà un petit peu, on va revenir dessus. France 3 qui avait renoncé à diffuser un programme sur les fêtes johanniques financé par la ville d'Orléans. Pourquoi ? Eh bien parce que la présence au générique de Charlotte Dornelas, qui assurait la voix off de ce reportage, eh bien, était mal reçue, notamment par Jean-Jacques Bazier, qui est le directeur régional de France 3 Centre-Val de Loire, qui avait déclaré « Quand j'ai appris lundi que la voix off de ce programme serait faite par une journaliste de Valeurs Actuelles, les bras m'en sont tombés. Pour un programme diffusé sur une chaîne publique, c'est quand même très compliqué. » Alors là, c'est assez joli, je trouve, comme déclaration, parce que l'idée que quelqu'un qui ne pense pas complètement politiquement correct puisse voir sa voix off utilisée lui paraît impossible. Ouais, alors que qui paye la redevance ? Vous. Il y a des gens de toutes les opinions, bien entendu. Nos spectateurs, des gens de toutes opinions, qui payent ce type. Ouais. Hein ? C'est incroyable. Et là, alors là, on atteint quand même des sommets, puisque, au fond, ce qu'on diabolise, c'est même pas le contenu, c'est la voix. Ouais. Alors c'est vrai que la voix de Charlotte Dornelas, c'est une belle voix. Ouais. Oui, d'accord. Mais on diabolise une voix. Ouais. Mais alors, franchement, vous savez que Kim Jong-un envoie régulièrement des observateurs en France pour perfectionner les méthodes de propagande en Corée du Nord. Ouais, bah là, c'est assez énorme. Alors, on a Gilles-William Goldnadel qui a annoncé qu'il allait saisir le CSA pour cette affaire-là. Et puis, on a également le maire d'Orléans qui, sur CNews, a annoncé qu'il ne céderait pas devant la censure. Ah ben moi, je ne cède en rien à cette comment je pourrais la qualifier, ce choix, je vais le dire comme ça de manière neutre, mais je trouve que c'est profondément choquant, c'est une police de la pensée. Bien sûr. Voilà, c'est une police de la pensée. Moi, je refuse totalement. Donc, et il y a eu des pressions qui se sont exercées par ailleurs pour qu'on puisse même pas tourner le film, je précise. Je précise. Il y a eu des pressions qui s'exercent en ce moment pour que l'on ne tourne pas ce film. Alors moi, vous savez, je suis très clair, net et précis, je ne cède en rien. Le film, il est en train d'être tourné avec l'entreprise, la boîte de prod que l'on a retenue. On va faire un superbe film. Et ben voilà une résistance à la censure, et je pense que le superbe film, il va beaucoup se diffuser sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle l'effet Streisand. Quand on censure un contenu, on peut possiblement le voir s'envoler. C'est ce qu'il faut souhaiter. En tout cas, bravo à ce maire LR, en l'occurrence, de résister à la censure et de dénoncer, il emploie le bon terme, la police de la pensée. Ouais. Alors, autre forme de censure indirecte, peut-être celle d'Éric Zemmour, puisqu'on le voit avec cet article de 20 minutes, il a été accusé d'agression sexuelle, et 20 minutes annonce qu'il restera à l'antenne sur CNews. Alors là, il y a eu effectivement un article de Mediapart qui accuse Zemmour d'un certain nombre... Il y a un recueil de témoignages. De témoignages du genre, il m'a dit, votre robe est jolie aujourd'hui. Il n'y a pas que ça. C'est une agression sexuelle quand même assez terrifiante, on pense bien. Donc, des témoignages quand même... j'allais dire d'une légèreté assez grande. Oui, il y a quand même une personne qui se serait fait embrasser de force. Voilà. C'était il y a plusieurs années. C'est pas très établi. Bon, la bonne réponse, évidemment, dans ce genre de choses, c'est de ne pas répondre. Ouais. Voilà. C'est ce qu'a fait le groupe Canal. C'est ce qu'a fait le groupe Canal. C'est aussi ce qu'a fait le Figaro, et c'est la bonne réponse. Voilà, terminé. Enfin, je veux dire, c'est absolument. Mais c'est une tentative de censure, bien entendu. On sent les journalistes de 20 minutes un peu dépités, évidemment. Oui. Il est toujours à l'antenne, malheureusement. Quelle injustice, oui. Là, c'est intéressant quand même, parce que on voit que la résistance à la censure, ça peut se faire. Ouais, c'est vrai. On a deux exemples. Il faut essayer de prendre les choses de manière positive, parfois.
Exactement. Alors la censure, justement, on va voir un autre exemple, aux États-Unis cette fois, où on a d'abord Donald Trump qui est toujours banni de Facebook et Instagram. Voilà, son cas sera peut-être examiné dans quelques temps, mais en tout cas, c'est toujours le cas pour l'instant. Donc Jean-Yves, ça c'est plutôt une nouvelle négative. Oui, alors, ce qui est quand même incroyable, c'est que Facebook et Instagram ont censuré Trump lorsqu'il était président des États-Unis. Ouais, c'est fou. Président des États-Unis. C'est incroyable. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus beaucoup de limites à la censure. Mais là aussi, il y a des réactions. Oui, il y a des réactions. On l'a vu en Floride avec le gouverneur de Floride, qui lui-même d'ailleurs avait subi la censure il y a quelques semaines à propos du Covid-19, qui a donc fait passer une loi comme quoi la censure des politiciens sur les réseaux sociaux serait punie d'une forte amende. Alors ça, c'est très bien parce que la démocratie n'est possible que s'il y a une pluralité d'opinions qui s'expriment. Ouais. Et si les hommes politiques, en particulier, peuvent s'exprimer librement. Oui. Parce que s'ils ne peuvent pas s'exprimer librement, les électeurs ne peuvent pas choisir. Donc il y a d'ailleurs un vrai problème de démocratie. Nous sommes assez largement aujourd'hui dans ce qu'on pourrait appeler une post-démocratie. Et donc, là, le gouverneur de Floride, la Floride, c'est pas rien, c'est quand même un État de 25 millions d'habitants. C'est quand même quelque chose, quoi. Ouais. C'est pas tout petit, la Floride. Et objectivement, il y a quand même aux États-Unis un certain nombre d'hommes politiques, pas énormément, c'est un certain nombre de politiques qui combattent, quoi. Ouais. Je pense au sénateur Cruz, par exemple, sénateur de Texas. Ou à ce gouverneur de Floride qui combattent, quoi, qui ne se contentent pas de plier les chaînes et de battre leur coulpe. En espérant que cet exemple inspire d'autres personnes de notre côté de l'Atlantique. Ah oui, mais alors là vous êtes très optimiste. On essaye de l'être quand même. Hein. Ouais. Passons à la revue de presse. Et pour entamer cette revue de presse, Jean-Yves, on va se diriger vers l'église Saint-Ambroise, dans le 11e à Paris, où un tag a été photographié, ni Dieu ni patron. Alors on ne sait pas quand ça a été fait, peut-être lors de la manifestation du 1er mai. En tout cas, silence médiatique. Alors silence médiatique, honnêtement, un tag, c'est pas non plus une catastrophe. Simplement, un tag sur une mosquée, ça amène le ministre de l'Intérieur à se déplacer. On se rappelle de l'affaire de Rennes. Ouais. Bon, alors là, il y a quand même, entre ne rien dire, un tag, c'est un tag, et puis se déplacer pour des choses parfaitement comparables. Il y avait plus de tags à Rennes, mais... Ouais, plus de tags à Rennes, d'accord, mais enfin, c'est quand même à peu près pareil. Et on se souvient les bruits que ça peut faire quand il y a une tranche de jambon à 200 mètres d'une mosquée, là, c'est l'horreur. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est incroyable, et surtout pas un mot dans les médias, c'est vraiment lunaire, mais on a l'habitude malheureusement. Quelque chose qui a quand même fait un petit peu plus de bruit, Jean-Yves, toujours à propos d'une église, à Lille, l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, qui a donc été malheureusement incendiée, enfin en tout cas qui a subi un incendie. Jean-Yves... un peu étonnant, ces feux d'incendie. On en a parlé, là, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de pompiers engagés. Des images impressionnantes. Des images impressionnantes, donc on en a parlé. Alors, le problème qui se pose, c'est qu'il y a effectivement une épidémie d'incendie d'église. C'est de plus en plus fréquent. On a l'impression, Est-ce que c'est criminel ? Est-ce que c'est accidentel ? Il y a des cas où on sait que c'est accidentel, il y a des cas où on sait que c'est criminel, par exemple pour l'incendie de Saint-Sulpice, il y a 2 ans, je crois. Ou de la cathédrale de Nantes aussi. Ou de la cathédrale de Nantes. Mais je trouve que la vraie question, c'est la recherche des causes. Parce que si on ne cherche pas les causes, ça va continuer. Et je pense que là, il y a 2 organes qui sont en carence. Il y a les administrations, en particulier le ministère de l'Intérieur, qui devrait réaliser une enquête. Il a des inspections générales pour cela, pour savoir les causes et les mesures de prévention pour l'une ou l'autre cause. Ou une mission parlementaire ou une commission d'enquête parlementaire qui disposerait aussi de beaucoup de moyens d'investigation, non pas pour se substituer à la justice, bien sûr, dans les enquêtes judiciaires, mais pour essayer de comprendre cette épidémie d'incendie. Ouais. Et je pense que les médias devraient aussi se poser cette question.
pourquoi les églises brûlent et qu'est-ce qu'on peut faire peut-être pour éviter qu'elles ne brûlent autant. Bien, parmi les médias qui en parlent, il y a CNews et bien justement CNews est aussi au cœur de l'actualité cette semaine pour ses audiences puisque nous l'annoncions dans le dernier média, elle était sur le point de dépasser BFM. Eh bien, le 3 mai dernier, elle est passée devant BFM avec 2,7% de part d'audience, un dépassement historique. Oui, alors c'est un succès largement dû à Zemmour, puisque quand il est arrivé, c'était à moins de 1%, à Pascal Praud, à ceux qui l'invitent, à ses journalistes, je pense à Charlotte Dornelas par exemple aussi, et puis à l'esprit général de la chaîne, qui est pluraliste, où on invite des gens de gauche, mais qui ne jouent pas forcément à domicile, auxquels on peut poser des vraies questions, et où on impose, alors ça c'est encore plus extraordinaire, on invite aussi des gens de droite. Ça c'est incroyable. Alors là c'est quand même assez incroyable, et même très inquiétant, je veux bien le reconnaître, et c'est ce qui fait le succès et l'amplification du succès. Alors encore une fois, on est en tête sur les chaînes d'infos, à hauteur de 3% d'audience, ça reste quand même très faible par rapport aux grands monstres que peuvent être TF1 ou France 2 ou France 3 par exemple. Enfin ça part de là, on verra où ça nous emmène. Voilà, en tout cas ça monte. C'est une petite bête qui monte. Et c'est justement sur CNews qu'un syndicaliste policier a évoqué les statistiques ethniques. Prenons la vague d'attentats depuis 2015. Résumer le terrorisme à l'immigration, ça n'est pas suffisant. Donc il faut aller regarder le profil des auteurs. C'est là où moi j'en appelle à un débat dépassionné, à des statistiques ethniques officielles. Si on regarde de plus près, on se rend compte que la grande majorité sont quand même issus de l'immigration. Il y a également un problème de radicalisation dans la religion. De quelle religion s'agit-il ? Il faut savoir dire les choses, mais quand on est policier, on sait très bien qui sont ces auteurs-là. Ça n'est pas l'immigration irrégulière qui va stopper le terrorisme, parce que parmi les profils, il y en a qui sont binationaux, qui étaient issus de l'immigration, mais qui vivaient sur le territoire français. Donc c'est un sujet qui est un peu plus global, mais c'est le même sujet que pour la délinquance. Ça nous permettra en plus d'arrêter ces accusations de racisme systémique. Donc moi, je les demande officiellement, ces statistiques ethniques, comme ça on pourra en parler. Alors, ce syndicaliste policier tient un discours de vérité en disant on ne peut pas nous accuser de racisme systémique alors qu'il y a une surdélinquance de l'immigration et maintenant on veut des statistiques ethniques. Alors, ça, c'est au moins, ça a le mérite d'être clair. Et pourquoi il le dit de manière aussi calme et déterminée ? Parce qu'il peut le dire à CNews sans être interrompu. Il est évident qu'il serait sur une chaîne dominante, mainstream. On lui dit vous n'avez pas le droit de dire ça, vous n'avez pas le droit de dire ça, et il serait beaucoup moins à l'aise ou il nuancerait davantage le propos. Et donc on voit là à quel point CNews est utile pour faire émerger la vérité, la faire sortir du puits. Nous y reviendrons. Eh ben on va se rendre en attendant sur BFM pour voir comment ça se passe sur l'autre côté, de l'autre côté des chaînes d'infos, avec Michel Chassan, médecin de plateau, sur la question du port du masque à l'extérieur. Bon, je comprends l'impatience, évidemment, après des mois et des mois de difficultés, en particulier port de masque, gestes barrières, etc. Je comprends très bien les beaux jours arrivants que les gens ont envie, évidemment, de vivre normalement, et c'est tout à fait légitime. J'ai quand même un peu l'impression qu'on va un peu vite. Le port du masque, bien sûr, il est aussi, symbolique. Ça veut dire qu'il vous rappelle qu'on est toujours en période d'épidémie. Un an après, on n'a toujours pas compris ? Même un an, oui, mais on a besoin, et les uns et les autres, d'un rappel permanent. C'est doublement intéressante, cette séquence. D'abord, en gros, ce médecin de plateau nous dit le port du masque à l'extérieur, c'est surtout utile parce que ça oblige les gens à penser. Voilà. C'est donc une entreprise, on va dire, de conditionnement psychologique. De même que les gens qui portent les masques sur des plateaux, voire certains qui le portent quand ils sont en Skype ou en visioconférence, c'est pour conditionner. Donc ça, il nous le dit, c'est bien, après tout, c'est pas mal. Alors ce qui est assez amusant, ça c'est pour l'anecdote, c'est de voir que ce médecin, c'est pas si fréquent que ça. Il a la Légion d'honneur, il est officier du mérite, chevalier de la Légion d'honneur, il est bien décoré. Et on voit pourquoi, puisqu'il a dirigé pendant très longtemps un syndicat de médecins, et c'est une pratique courante des pouvoirs de récompenser les dirigeants syndicaux en leur remettant
des légions d'honneur ou des c'est ce que Napoléon, je crois, appelait des hochets. Un hochet qu'il arbore donc au revers de sa veste. On va passer à la presse écrite dans Le Monde avec cette éditoriale parue hier, Jean-Yves. Dans le combat anti-Le Pen, un coup politique ne peut suffire. Donc on parle ici de ce qui se passe dans la région PACA. L'éditorial, ce qui est intéressant, c'est pas tellement la description de ce qui se passe en PACA, c'est surtout cette phrase en introduction. La lutte contre le Rassemblement national devrait supplanter toutes les autres. Toutes les autres. Toutes les autres. Ça, c'est au moins... C'est la définition de l'ennemi. C'est la définition de l'ennemi. L'ennemi, c'est pas les gens qui vous égorgent. Ou ceux qui légitiment ceux qui vous égorgent. Non, l'ennemi, c'est le Front National. Alors ça, c'est assez intéressant, mais c'est assez cohérent, puisque Le Monde est maintenant dirigé par Mme Caroline Monod, qui est une militante d'extrême gauche, assumée, qui a d'ailleurs animé pendant une vingtaine d'années un blog avec son collègue Mestre, vu de la droite extrême. Vu de la droite extrême, voilà, c'est ce qui lui a fait gagner sa position de directrice du Monde. Donc, elle a fait le job. Et Le Monde qui n'en reste pas là, puisque une tribune qui a été publiée il y a quelques jours déjà, intitulée « Comprendre la manière dont se fabrique l'information, c'est apprendre à la distinguer de la rumeur ». Une tribune signée par Yves Bigot, directeur général de TV5 Monde, Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, Bruno Patino, président d'Arte, et Sybille Veil, PDG de Radio France. Une tribune assez édifiante. Quelques extraits. Déjà, les auteurs parlent de l'essor de la rumeur complotiste qui menace nos démocraties. Ils évoquent la fiabilité de l'information, qui est un bien essentiel pour nos sociétés. Ah, oui, c'est sûr. Donc voilà. Oui. Et ils se enchérissent. Depuis le début de la crise donc, du Covid-19, nos concitoyens se sont massivement tournés vers les médias publics. Donc là, effectivement, il y a eu un petit peu vers les médias publics, mais il y a eu aussi... beaucoup vers les médias alternatifs ou semi-alternatifs, TV Liberté, Sud Radio, CNews, etc. Ouais. Donc ça, mais ça, ils ne le disent pas évidemment. Ça serait voilà. Il continue. La désinformation prend de l'ampleur et constitue une menace croissante pour nos démocraties. Nous avons la responsabilité d'assurer une plus grande transparence de nos pratiques. Il déclare aussi qu'il est important d'être armé pour éviter les pièges de l'infox. Et ce qui est intéressant également, il déclare « Nous devons agir en partenaire de l'éducation ». Alors, en partenaire d'éducation, ça veut dire qu'il faut obliger les enfants à regarder les médias dès l'école, dès le collège, on va dire. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est qu'il faut que il y ait un continuum de la propagande entre l'éducation nationale et les médias. Alors, quand ils parlent d'infox, honnêtement, ils sont bien placés pour en parler, parce que côté Bobard, je vais juste en citer deux, parce que sinon on y passerait la journée. Cérémonie de Bobardant le 14 juin, d'ailleurs, je le dis au passage. Il faudra s'inscrire assez vite, parce que malheureusement, la jauge va être limitée. Bon, alors, juste sur le masque. Ils nous ont d'abord dit, quand le gouvernement disait le masque ne sert à rien, ils ont dit le masque ne sert à rien. Après, quand le gouvernement a dit le masque sert, ils ont dit le masque sert. Et ils continuent maintenant de dire que le masque doit rester obligatoire en extérieur, alors qu'il y a de moins en moins de monde qui réfléchit à la question et qui se documente et qui réalise des études, qui se dit que le masque sert encore à l'extérieur. Mais les médias continuent de le dire, première chose. Après avoir dit, encore une fois, que ça ne servait à rien. Tout est son contraire, en fait. Autre chose, ils ont relayé à grand son de trompette une enquête du Lancet qui montrait que la chloroquine était dangereuse et ne servait à rien. Sauf, et là je ne me prononce pas sur le fond du dossier, sauf que l'enquête était faite sur une base totalement bidonnée. Ah ouais, c'était un énorme bidonnage. Un énorme bidonnage, voilà. Donc, bon, voilà, l'infox... Ouais, ça c'est clair. Allez, l'infox, parlons-en. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, comme on dit. Alors, toujours dans l'actualité médiatique, eh bien, on avait cette semaine la Journée mondiale de la liberté de la presse. C'était le 3 mai. Donc organisé par l'UNESCO. Et on a Clément Beaune, qui est membre du gouvernement, qui tweetait « En cette journée mondiale de la liberté de la presse, rappelons-nous que cette liberté est le premier indicateur d'une démocratie en bonne santé. Pensons à tous ceux qui prennent des risques, parfois de leur vie, pour nous informer et nous éclairer. » Et on a Kamala Harris, qui aux États-Unis a tweeté « Une presse libre est essentielle à la démocratie. En ce jour, nous saluons le courage des journalistes à travers le monde. Et nous nous engageons à protéger et promouvoir la presse indépendante. » Oui, alors Snowden, réfugié en Russie, qui a obtenu le droit d'asile en Russie, puisqu'il ne l'a pas obtenu en France,
a rappelé que Assange, qui n'a pas le droit d'asile et qui est toujours en détention depuis 7 ou 8 ans, risquait, pour avoir communiqué des informations, risquait 175 ans de prison. Donc oui, Kamala Harris fait des beaux tweets, mais dans la réalité, c'est bon. Même je ne suis pas sûr qu'en Corée du Nord, on risque 175 ans de prison quand on dit du mal de Kim Jong-un, il faudra vérifier. En tout cas, voilà, du gouvernement français jusqu'au gouvernement américain, on est tous derrière la liberté de la presse, mais dans la réalité, c'est évidemment bien différent. On poursuit cette revue de presse, Jean-Yves, avec un extrait d'un journaliste de BFM qui, sur le plateau de Quotidien, vante la politique énergétique de Joe Biden. Il est en train d'investir, mais des sommes faramineuses dans l'industrie verte, dans les emplois de demain, dans ce qui fera la richesse des prochaines décennies. Il a dit, par exemple, au Congrès mercredi soir, pourquoi est-ce que les pales des éoliennes, elles ne sont pas faites à Pittsburgh plutôt qu'à Pékin? Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans Trump, il le disait, ça aussi, hein. Oui, mais Trump, il n'investissait pas pour l'économie verte comme ça. Et ça veut dire que dans 50 ans, on se dira, mais pourquoi est-ce qu'on a raté, dans les années 2020, l'opportunité d'investir dans ce qui fera la richesse de la fin du XXIe siècle et la richesse du XXIe siècle? On est en train peut-être de rater un moment historique. C'est-à-dire qu'il y a une course à l'investissement, notamment sur l'énergie verte, que Biden est en train de lancer. C'est vraiment un truc qui va être incroyable. C'est super Biden, hein, ouais. Et super bidon aussi, parce que dire que les éoliennes vont faire la richesse du XXIe siècle, c'est quand même un peu aventuré. Chef du service politique de BFM, hein. Attention, on comprend qu'ils perdent des paires de marché. Hein. Et d'ailleurs, sur la question de l'énergie verte, des éoliennes, etc., je renvoie tous nos téléspectateurs au premier numéro et au troisième numéro des Dessous de la Science, hein, l'émission scientifique et écologique de TV Liberté, que j'ai eu le plaisir d'animer avec Floriane Janin, et où on parle de cette problématique de l'énergie, et on n'est pas exactement du même avis que le spécialiste de BFM quand on ressort du visionnage de ces émissions. Un peu plus sérieux. Ouais, si vous voulez, alors je doute que les entreprises vertes financent beaucoup TV Liberté. C'est peut-être une explication aussi. Voilà, parce que c'est un domaine dans lequel il y a une corruption massive. Voilà, faut le savoir. Alors pour conclure cette revue de presse, Jean-Yves, on se dirige en Belgique avec ce reportage de la RTBF sur un acte dramatique, un lynchage qui heureusement n'a pas résulté la mort de la personne ciblée, mais un lynchage d'un policier en civil hors de son service par des jeunes. On regarde un extrait du reportage de la RTBF. Malik habite ici depuis près de 20 ans et s'il ne justifie pas ce qui s'est passé, il trouve que les policiers sont trop souvent violents avec les jeunes. Ils sont sur de la voiture et puis ils partent comme ça, comme des cow-boys, quoi. Ils font leur loi et voilà, hier les jeunes ils ont craqué. Hein. Et pour vous, c'est un ras-le-bol? C'est un ras-le-bol pour nous, c'est trop, ça fait trop. Toujours, on ramasse, on se fait contrôler, jamais on est tranquille. Même son de cloche pour Manuel Abramovic. Ce spécialiste des mouvements d'extrême droite habite lui aussi le quartier depuis plusieurs années. Il y a des comportements inadmissibles et personnellement, lorsqu'il y a eu des incidents, j'ai déjà entendu des policiers parler à des jeunes d'ici en les traitant de bougnoules. Je veux dire, c'est des termes racistes, c'est de la provocation. Il ne faut pas mélanger tous les jeunes dans le même panier et dans le même sac. Il y a ceux qui doivent être sanctionnés, il y a ceux qui doivent être écoutés et avec lesquels on doit avoir un dialogue. Mais RTBF fait un reportage sur un événement grave, un lynchage de policiers, lynchés comme policiers. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font un quart sur le lynchage et 3/4 sur la justification du lynchage, l'explication du lynchage. C'est évidemment... Presque le pardon, quasiment. C'est quand même une démarche assez criminelle. Passons au deuxième sujet. 1er mai, gros bobard de la CGT. Lors du traditionnel défilé du 1er mai à Paris, eh bien, il y a eu une altercation violente entre des Black Blocs et le service d'ordre de la CGT. Alors les causes sont un petit peu floues, il y a eu des insultes des deux côtés. Et eh bien, pour les responsables de la CGT, le coupable est tout trouvé, l'extrême droite. On va écouter Benjamin Hamar sur BFM. Qui, selon vous, s'est attaqué à la CGT hier ? Alors là, ça c'est une question assez compliquée parce que si vous voulez, on vit la scène. Moi j'étais aux premières loges, hein, donc j'ai tout vu.
c'est assez compliqué. En tout cas, on est obligé de faire des déductions. Les insultes racistes, sexistes et homophobes, elles ont littéralement été foisonnantes. Et en plus de ça, il y avait des insultes de classe. Hein. Par exemple, je vous donne un exemple, à plusieurs reprises, on a eu « elles sont à combien les merguez ?» Alors ça, je vais vous dire, c'est typiquement les insultes de l'extrême droite. Quand on s'en prend ainsi à un cortège CGT le 1er mai, idéologiquement, on est bien évidemment identifié idéologiquement. Autre accusation contre l'extrême droite, celle de Julien Bayou sur Sud Radio. C'est un élément nouveau, le fait de s'en prendre à la CGT, au service d'ordre, avec des attaques homophobes hein, qui sont typiques de l'extrême droite. Je crois qu'on a franchi un palier. Est-ce que c'est vraiment l'extrême droite? Parce que certains disent aussi qu'il y a les Black Blocs, ça fait des années qu'ils viennent perturber les manifestations, qu'ils sont là. Non? Disons que les insultes homophobes ou le fait de traiter la CGT de collabo, quel renversement de l'histoire, quelle attaque monstrueuse. Non, ça signe plutôt une extrême droite décérébrée. C'est elle qui est dangereuse. Hein. Vous savez que l'extrême droite dans ce pays, c'est elle qui finalement appelle à l'insurrection. C'est elle qui appelle à la guerre civile. Autre réaction médiatique, celle de Philippe Martinez, le patron de la CGT. Est-ce que de votre côté, vous avez mené votre enquête? Est-ce que vous avez des soupçons de qui est à l'origine de cette attaque? Oui, évidemment. Il y a beaucoup d'images qui tournent sur les réseaux sociaux. Les journalistes ont fait leur boulot. Et donc, ça ressemble beaucoup à l'extrême droite, pour être très clair, avec des choses très organisées où on attaque et puis après on envoie devant d'autres personnes qui ne sont pas forcément identifiées. Qu'est-ce qui vous fait dire que ça ressemble à l'extrême droite? C'est aussi les propos qui ont été prononcés ou... Les propos qui ont été prononcés, les insultes. Mais quand vous dites l'extrême droite, particulièrement une organisation? Je vous dis que je ne connais pas, mais je dis ça ressemble. Pour conclure cet ensemble de vidéos, Jean-Yves, un tweet, celui de Thomas Porte, le président de l'Observatoire national de l'extrême droite, qui tweet « Aucun doute n'est permis, l'extrême droite était à l'œuvre ». Toutes ces séquences sont absolument lunaires. Parce que, effectivement, aucun doute n'est permis, puisqu'il y a des images qui montrent très clairement que c'est les Black Blocs qui sont chez eux dans cette manifestation, qui attaquent. Bon, et donc, il n'y a aucun doute permis. Mais alors, il y a deux choses. C'est là que les séquences sont lunaires. C'est d'abord le mensonge, mais on sent qu'ils ne sont pas très à l'aise. C'est clair. Que ce soit Martinez, Amar ou le vert Bayou, on sent qu'ils ne sont pas à l'aise, mais ils mentent. Ouais. Et honnêtement, ils mentent sans être vraiment contredits. Exactement. Un peu sur Sud Radio, mais enfin, on devrait leur dire non mais écoutez, arrêtez quoi. Et même Martinez, le journaliste du service public, lui amène les balles quasiment. Ouais. Oui, il y a eu des insultes homophobes. Ouais. D'ailleurs, dans cette histoire d'insultes homophobes, il y a à la fois la CGT qui accuse ceux qui l'ont accusé d'insultes homophobes et l'extrême gauche, parce que l'extrême gauche a aussi revendiqué l'attaque, en tout cas à Lyon, si ce n'est à Paris, et accuse la CGT d'insultes homophobes de son côté. Donc c'est quand même extraordinaire, de racisme, voilà. Et donc on voit qu'on utilise les accusations de racisme et d'homophobie à tort et à travers, les uns contre les autres, et tout ça en expliquant d'affabuler comme quoi ce serait l'extrême droite, malgré tout, avec, je mets un petit bémol pour Sud Radio, avec la complaisance des médias. Ouais. Avec la complaisance des médias. C'est frappant. Qui ne recensent pas, qui n'ont pas fait d'enquête. Enfin, mais ils le savent aussi, c'est un théâtre. Mais qui le savent, c'est un théâtre. Ouais. Un mauvais théâtre. Un mauvais théâtre. Mauvais théâtre parce que là, on a de mauvais acteurs. Ouais. Alors, sur cette manifestation, eh bien, il y a eu quelque chose de beaucoup moins amusant que ce jeu de théâtre. C'est ce tag, Magnanville partout, en référence à l'attentat de Magnanville avec les policiers qui avaient été égorgés chez eux. CNews en parle un petit peu, mais les autres médias n'en parlent quasiment pas. On le voit avec cette recherche Google où on voit qu'il n'y a pas grand monde qui évoque ce tag. Non, et ce tag a quand même eu des conséquences, parce que je pense qu'il crée le climat, la thèse du climat est parfois utilisée à tort et à travers, mais un climat d'hostilité, de haine contre les policiers, et ça a peut-être contribué à expliquer le geste de ce dealer d'Avignon
à qui le policier lui demande de lui remettre ce qu'il a, et lui dit « tu veux voir ce que j'ai ?» Il sort le calibre et il tue le policier. Ouais. Ça s'inscrit dans le climat général. Et sur ce climat général, eh bien, on va écouter Gabriel Cluzel sur CNews. Vous parliez de chaos, ces images accréditent l'idée, jointe à celle que l'on peut voir en matière de délinquance le reste de la semaine, que la France est un pays dans le chaos chronique, si j'ose dire. C'est-à-dire que où qu'il soit, les forces de l'ordre reculent, où qu'elles soient, les pompiers sont agressés, où qu'ils soient. C'est ce sentiment d'ensauvagement dont parlait Dupond-Moretti. On se rend bien compte que là, c'est plus le sentiment, c'est une réalité. Et les gens ressentent je crois que c'est l'expression de Jérôme Fourquet, une colère rentrée. Sachant que dans le même temps, et moi je crois qu'il ne faut pas le négliger, en période de crise sanitaire, eux-mêmes se font arrêter pour un masque sous le nez ou pour 10 km dépassés. Et donc, il y a cette espèce de confrontation entre deux France, une France bien élevée, ordinaire, qui se tient correctement et silencieuse, et qui assiste impuissante à ça. Oui, lorsque Cluzel appelle la confrontation entre deux France, celle qui subit au fond une répression, la France bien élevée qui subit une répression excessive, et la France, si c'est la France, violente, qui est finalement pas tellement réprimée, ça s'appelle la narco-tyrannie, ça n'est en exemple de plus. Alors, faut être lucide, hein. Tout ce qu'on voit là va s'intensifier. Qu'est-ce que Gabriel Cluzel appelle le chaos chronique, qui est au fond un chaos sécuritaire et aussi un chaos migratoire, parce que derrière le chaos sécuritaire, il y a le chaos migratoire, va s'intensifier. Tout simplement pour des raisons statistiques. Ils rentrent chaque année, peut-être un peu moins l'année dernière, compte tenu du Covid, 450 000 étrangers supplémentaires. Qui sont un vivier pour la délinquance. Ils ne sont pas tous délinquants, mais c'est un vivier pour la délinquance. Et aujourd'hui, 40% des nouveau-nés ne sont pas d'origine européenne. Donc ça va renforcer la présence migratoire sur l'ensemble du territoire, et on voit quand même les conséquences. Alors Jean-Yves, ça va être la fin de cette émission, mais vous avez un coup de chapeau qui n'est pas sans lien avec ce que vous venez de dire. Le coup de chapeau, c'est à la Nouvelle Librairie et à Renaud Camus, à la Nouvelle Librairie qui vient de rééditer, c'est une édition encore augmentée, le grand remplacement de Renaud Camus, qui est un livre absolument essentiel. Le grand remplacement n'est pas une théorie, c'est un constat. Renaud Camus est un constatiste. C'est un livre très important à lire et à relire, à la fois parce qu'il est profond et parce qu'il est très bien écrit et que c'est vraiment à lire. Et je trouve, moi j'aime bien la couverture avec la vérité sortant du puits. C'est un peu ce qu'il faut faire effectivement émerger. C'est noté, Jean-Yves. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Jean-Yves, on ne se revoit pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante. La semaine prochaine, c'est avec Michel Geoffroy qu'aura lieu ce prochain immédiat. Voilà. Que je vous retrouverai pour ma part dans 2 semaines. Et vous, chers téléspectateurs, je dis à la semaine prochaine.